Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, lundi, mercredi, vendredi, 21h, minuit, sur metatv.org, c'est la saison 3, et comme d'hab, bonsoir, évidemment, à la régie, il y a Steph qui est connecté, il y a tous les modératrolls, hein, voilà, avec Ozzy, le modératroll en chef, et évidemment, tous les métanautes, on vous salue pour une soirée avec un invité spécial, Sylvain Baron. Bonsoir Sylvain. Salut. Bienvenue à MetaTV, c'est le retour on va dire, puisque t'étais déjà venu ici. Alors j'espère que t'auras pas trop de problèmes depuis, parce que effectivement, nous non plus, notre réputation n'est pas extraordinaire. Là je viens dans un nouveau média fascisant, donc voilà, c'est ça, tu aggraves ton cas on va dire. Voilà. Alors Sylvain, justement on a beaucoup entendu parler de toi récemment. Il y a eu des événements, évidemment, qui sont en train de se produire à Nuit debout, place de la République, mais aussi dans toute la France, si j'ai bien compris, on en parlera. Donc, pendant ce mouvement, semble-t-il, lancé, alors tu vas nous expliquer, parce que ce qu'on comprend, c'est que ça a été lancé par le magazine Fakir, et donc Ruffin, Lordon, enfin, toute cette équipe-là. Et puis, tout ça est en train de basculer petit à petit, récupéré, on va dire, par l'extrême gauche française. Alors, pas partout. Alors, commençons déjà à parler dans un principe de réalité, c'est pas partout. Il y a des villes où ça se passe très bien, où on n'a pas de problème de liberté d'expression entravée par des petits groupes extrémistes, on va dire. Effectivement, à Paris, je vais citer aussi Brest et Marseille, où on a vraiment des gros problèmes. À Paris, on a une petite milice qui est arrivée au bout de la troisième nuit, les 2 premières nuits, tout se passait très bien, et qui malheureusement a reconnu ma gueule et a décidé que malgré le fait que moi j'arrivais en tant qu'anonyme parmi les autres, ça va, je suis pas non plus une autorité, faut pas déconner, ils ont décidé de me cataloguer dans l'extrême droite parce que évidemment on a tout un tas de publications sur les réseaux sociaux qui visent à salir tout un tas de gens. Je sais que tu connais le contexte. On a tous été plus ou moins touchés par ces trucs-là, mais pour le coup, ça incite des gens qui sont un peu stupides, un peu nerveux et qui veulent pas réhumaniser leur relation avec les gens à croire que on serait des dangereux fachos, ils se mettent tout un tas de trucs dans la tête. Et voilà, donc ça m'a posé quelques problèmes, mais ça continue. Je ne sais pas si ça va s'atténuer, mais à Paris, on a bien un problème de liberté d'expression par des gens qui nous viennent, alors qui se disent dans des réseaux antifa, mais en fait, quand on piste un petit peu le service d'ordre qui fait partie de la commission Accueil et Sérénité, très serein comme... ils choisissent leur nom, Accueil et Sérénité, on dit bien par ici. Ces gens-là sont vraiment à l'origine de l'organisation du truc, si on se réfère à quelques publications qui ont évoqué le sujet. Et ils nous viennent d'une association culturelle et plutôt à gauche qui s'appelle La Belle Étoile, qu'on trouve un peu à droite à gauche en France, mais aussi à Saint-Denis en particulier. Et c'est par cette association que François Ruffin et Frédéric Lordon sont passés pour discuter avec leurs copains qui sont là-bas, notamment pour faire la promotion du film et puis dire faudra peut-être faire quelque chose, faire une occupation des places, qui est une bonne idée. Je tiens encore vraiment à insister là-dessus. Il s'agit pas d'attaquer l'idée, il s'agit maintenant d'attaquer ceux qui chapeautent le truc. À ce stade, je suis incapable de dire si François Ruffin et Frédéric Lordon, qui connaissent très bien ces problèmes de liberté d'expression au sein à cause du comité Sérénité Accueil, Accueil et Sérénité, ils savent très bien, ce sont leurs copains, ils ont entendu, j'ai fait une lettre ouverte que j'ai communiquée à François Ruffin, je sais qu'il est au courant. Frédéric Lordon, j'ai son numéro de téléphone, j'ai envoyé un petit SMS pour lui expliquer l'affaire, donc ces gens-là sont au courant. Or, ça ne réagit pas, ce qui est très étrange parce que je me disais que Frédéric Lordon et pour le moins François Ruffin sont quand même pas des gens qui sont dans les thèses anarcho-libertaires, antifa, etc. Ce sont des gens un peu raisonnables et qui comprennent bien les questions de souveraineté. Il n'y a pas de réaction. Donc je commence à me poser la question si finalement c'est presque voulu, que c'est s'il n'y a pas de réaction qui ne dit mot consent, comme on dit. Donc je veux pas lancer d'accusations comme ça au hasard. Par contre, on a bien des noms des gens qui sont sur place, qui représentent maximum une dizaine de personnes.
C'est quoi des groupes d'antifa? C'est quoi? On a un mélange dans cette commission. On a les gros bras qui nous viennent de cette association, la Belle Étoile, qui sont des anciens gros bras de la CGT ou quelque chose comme ça, et qui sont donc plus ou moins affiliés au réseau Antifa. Je dis plus ou moins parce que, déjà, le fait qu'ils se prétendent Antifa n'est pas concluant quand ils entravent la liberté d'expression. Mais bon, voilà, ça c'est le côté gros bras. Par contre, on a aussi les idéologues, et parmi les idéologues, ce sont plutôt des étudiants, pour le coup, qui sont très sectaires. Hein. Ils sont complètement coincés dans des thèses qui renvoient au sans-frontiérisme ou à la défense de toutes les minorités du monde, mais certainement pas d'intérêt général. Ils sont très fâchés avec la notion d'État, ils sont très fâchés avec les notions de souveraineté, de frontières, il y a des choses où ils sont très fâchés. Ce qui, moi, me met mal à l'aise, parce qu'au final, ils ont la caution Frédéric Lordon et François Ruffin, qui est là pour un petit peu rétablir les choses dans le bon ordre, dire, voilà, c'est pas une thèse qui appartient au groupe d'extrême droite ou FN. Et pour autant, ces intellectuels travaillent avec des jeunes étudiants qui sont complètement idéologisés et qui ne veulent pas accepter l'idée que l'État existe. Donc il y a quelque chose que je comprends pas. En tout cas, c'est ces étudiants-là qui chapeautent la commission accueil et sérénité, et puis qui finalement transmettent leurs directives aux gros bras, qui viennent nous emmerder. Et je sais pas exactement quel est le bougli-bougli là. Par contre, je vois qu'il y a aussi des gens, et je voudrais rendre hommage à une fille qui s'appelle Sarah, qui est sur place, qui est de la gauche radicale et le revendique, et qui disait, moi, ça me fâche ce qui se passe, parce que je considère qu'on doit pouvoir parler avec tout le monde, y compris un partisan de Soral, sinon il est impossible de pouvoir arriver sur un terrain d'entente à un moment, ou essayer de débunker des problèmes, et finalement faire rendre compte à quelqu'un qui était à fond dans une thèse, qu'on va dire, sulfureuse, qui avait peut-être d'autres façons de voir un problème et le régler. Parce que c'est un peu presque un paradoxe quand même de tous ces gens qui se clament antifascistes, qui revendiquent la démocratie sans cesse, et qui cherchent à empêcher les autres de s'exprimer. Il y a quand même une espèce de paradoxe, une contradiction. Oui, on peut pas se revendiquer de l'antifascisme dès lors que la liberté d'expression est entravée, que le droit de réunion est entravé, c'est des acquis, c'est des droits fondamentaux, c'est dans les droits de l'homme. Je veux dire, qui peut se prétendre antifasciste et en même temps contribuer à empêcher que n'importe quel citoyen puisse exercer ses droits de l'homme? Je veux dire, ces gens-là ne sont absolument pas antifascistes, ou alors ma mère c'est la reine d'Angleterre, quoi. Mais je veux dire, ces gens-là ne sont absolument pas antifascistes. Ils peuvent s'attribuer le mot si ça leur chante, mais ils ne sont pas antifascistes. En rien. C'est juste un mot qui se sont désignés, et puis on connaît l'expression les antifascistes de demain. Les fascistes de demain se prétendront antifascistes. Mais pour le coup, c'est complètement vrai. Là, c'est Orwell. On est dans l'inversion des valeurs, et sur tout et n'importe quoi. Je constate. C'est pas que d'ailleurs sur les questions de fascisme, c'est sur tout et n'importe quoi. Il y a des inversions de valeurs qui sont constantes. Parce que c'est quoi le moteur parce que moi, les mouvements qui arrivent et qui se prétendent toujours à politique, etc., j'ai du mal à y croire, parce qu'on est tout le monde est politique. Bien sûr. Et c'est quoi là-bas, on va dire l'idéologie politique dominante, c'est quoi qui règne un peu? Bon, alors d'abord, je distingue la foule des organisateurs. Ouais. La foule en elle-même est à l'égal de n'importe quel Français. Les convictions sont très éparses, faut pas avoir peur d'y aller, encore une fois, parce que la majorité là-bas est vraiment bienveillante, réfléchie et n'est pas sectaire. Par contre, dans les gens que j'ai pu rencontrer, on a moi, ça m'a fait un peu penser à ça. C'était à chaque fois le profil type petit blanc bourgeois, très clairement, qui réside dans Paris ou à proximité immédiate, qui n'ont pas l'air mal à l'aise financièrement, en tout cas c'est pas du tout l'impression que j'avais, qui étaient tous étudiants dans des grandes facs parisiennes. Et ça me fait un peu penser à des gamins qui finalement, vivant dans un milieu plutôt à l'aise, plutôt tranquille, n'ont pas de combat personnel à revendiquer, ils n'ont pas de malheur social qui les oppresse, donc ils se créent des problèmes, et ils vont chercher des problèmes dans des causes minoritaires, c'est-à-dire la défense. Alors il y avait une fille qui était dans le féminisme le plus absolu, mais c'était complètement ségrégationniste, quoi. Elle voulait faire, je t'expliquais tout à l'heure, des assemblées non mixtes. Voilà, elle appelait ça comme ça, des assemblées non mixtes. Donc en gros, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes.
Je veux dire, même en Arabie Saoudite, enfin voilà, si c'est ça la cause féministe en France, je crois que la plupart des femmes qui se revendiquent un minimum féministe doivent être complètement hallucinées. Et ça, c'était toujours des débats comme ça. Il fallait s'occuper des réfugiés sans que ça puisse impliquer le fait qu'on veuille pas que les choses se résorbent le plus humainement que possible. Mais enfin, je veux dire, quand on veut fédérer les Français, on commence pas par les problèmes accessoires ou minoritaires sur les côtés. On commence d'abord par le commun, par ce qui nous fédère nous. On a des intérêts fondamentaux. Surtout une foule, comme tu dis, éclectique. Voilà. On commence à diviser les gens, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et machin, on va pas s'en sortir. Bah voilà. Donc sociologiquement, moi je pense que ce sont surtout des jeunes qui sont plutôt déstructurés parce qu'on n'arrête pas de leur faire bouffer depuis l'éducation nationale jusqu'à ce que reflètent les grands médias actuellement, de dire en fait vous êtes atomisés, vous êtes dans une tribu, mais vous n'êtes jamais citoyen, vous n'appartenez jamais à quelque chose de plus grand que vous, à une grande communauté politique, parce que ça c'est une thèse de facho. Donc on se replie finalement sur le soi et la tribu, le côté minoritaire, et on se cherche des problèmes avec ça parce qu'on n'en a pas dans sa vie, on subit pas d'oppression sociale. Donc voilà un petit peu, il faudrait que j'ai plus de discussions avec ces gens pour sentir un petit peu aussi d'où chacun peut venir, parce qu'il y avait aussi des gens qui avaient des problèmes sociaux sur place, c'était aussi perceptible. Mais c'était pas le même public, on sentait que c'était pas exactement. Mais globalement, on peut dire quoi? C'est un public qu'on appellerait de gauche quand même dans l'ensemble, les gens qui sont là-bas, ou alors? Alors j'appellerais ça la gauche de posture. Le public, lui, est très divers. Hein. Il y a pas je pense pas qu'il y ait de gens qui se rangent plus à gauche ou plus à droite. Il y a forcément des gens qui se sentent de gauche. Il y a des gens qui arrivent en disant très clairement je suis de droite. Et puis il y a des gens qui disent j'en ai strictement rien à secouer des étiquettes. Donc moi la foule, encore une fois, je la distingue des organisateurs qui eux se revendiquent de la gauche, mais pour moi ça c'est pas de la gauche, c'est de la gauche de posture. Je dirais même que c'est plutôt les valeurs qui sont défendues étant tellement ségrégationnistes et tellement dans la posture de nier à l'autre son identité, ses repères culturels, etc. Enfin voilà, c'est dans la négation de tout que pour le coup je trouve que c'est limite fascisant, ostracisant, limite raciste quoi. Il y a un côté raciste. Donc je n'appelle pas ça de la vraie gauche. Moi, la gauche radicale, pour moi, j'en fais partie. La vraie, c'est une gauche qui d'abord pense l'économie, qui est intellectuelle, qui est régulatrice, qui est humaniste et sociale, certes, mais qui va pas forcément se perdre dans des caricatures. Et voilà, eux, c'est la gauche qui agit sur les effets, qui dénonce les effets, qui ne veut absolument pas se concentrer sur les origines d'un problème. Parce que là, parce que à chaque fois ces groupes d'extrême gauche qui vont vampiriser les mouvements, ensuite les mouvements arrivent dans le mur quoi, souvent parce que justement les véritables revendications, on va dire, les problèmes importants sont effacés. Parce que moi j'ai l'impression que par exemple ce mouvement-là, en gros, on nous dit c'est né un peu de la contestation sur la loi El Khomri. C'est quoi? On va faire un toilettage de la loi, puis tout le monde va rentrer chez lui, bien c'est bien ce qui risque de se passer. Alors après, c'est vrai que quand on écoute les gens en assemblée générale, on va avoir de tout. On va avoir effectivement des gens avec leurs problèmes de minorité, et puis on va avoir des gens qui vont quand même parler d'économie, de souveraineté. Enfin voilà, on va avoir des vrais débats qui vont être institués. Sauf qu'il n'y a pas de cap qui est posé. C'est vraiment désordonné au plus haut point. Il n'y a pas de contrat politique minimaliste qui est donné pour tous. Et évidemment, on va pas faire accepter à des assemblées générales les thèses particulières de gens qui sont extrémistes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Dès lors qu'on part dans une extrémité, non, ça va pas fédérer. Et ça m'a étonné quand même parce que je me disais peut-être que Frédéric Lordon et François Ruffin, qui comprennent bien les grandes questions de souveraineté, qui connaissent bien les problèmes avec l'Union européenne, avec les États-Unis, enfin avec les questions monétaires, je me disais ils vont quand même essayer de donner un cap. Que dalle. Il y a les gentils-virus qui sont sur place, qui essaient de dire à ce moment-là on pourrait essayer de donner le cap sur la démocratie, ce serait un bon point de départ, et je suis assez d'accord avec eux là-dessus. Mais ça prend très difficilement parce qu'on veut absolument fermer les gens dans des débats stériles qui nous font perdre du temps. Et je crains que ça va faire chou blanc tout ça. Ça va faire chou blanc, ouais. Parce que ces mouvements à chaque fois, alors il
voilà, il y a eu en France, on a vu les indignés, tu te rappelles que cette vague, etc., tout ça a été bien chapeauté aussi de la même façon. On a vu l'extrême gauche récupérer le mouvement. Il y a eu les mêmes phénomènes à l'époque à Bastille où Étienne Chouard avait eu des problèmes. On s'en rappelle. Il s'était fait virer de la place de la Bastille. Il y avait des appels dans tous les sites aux fachos, aux indignés, aux machins. Et puis tout ça est parti dans le mur parce que justement il n'y a pas eu ce qui serait peut-être salutaire. Tu vas nous dire ce que t'en penses. C'est-à-dire une conjonction entre les mouvements justement contestataires dits de gauche et les mouvements contestataires dits de droite, voire même d'extrême droite, puisque l'extrême droite, c'est même pas trop. Mais je crois même pas qu'on soit, parce que alors ce qu'on appelle l'extrême droite aujourd'hui, j'ai envie de dire le FN. Voilà, j'ai envie de dire patriote. Voilà. Moi, j'appelle ça plutôt des alternatives parce que c'est pas du patriotisme débile à papa, très chauvin, etc. Moi, la plupart des gens qui me parlent des questions de souveraineté, en fait, c'est juste parce qu'ils comprennent que sans reprendre les outils, on va rien pouvoir faire, mais ils sont pas dans un délire ultranationaliste. Bon, après, il y a des gens, forcément, qui, eux, ont une vision plus romantique ou plus extrême, plus identitaire, et ça, c'est une toute petite minorité. Dans la grande fraction des gens qui vont écouter, justement, Chouard, Asselineau ou le MPEP, qui sont un peu le côté, le pilotage de cette dissidence un peu alternative, je préfère parler d'alternative, parce qu'il y a peut-être, il y a peut-être des gens qui vont se revendiquer d'extrême gauche ou d'extrême droite à écouter ces gens-là, mais surtout on a une énorme base de citoyens qui ne votent plus ou votent blanc ou pour des tout petits candidats au cas où, mais sans s'y intéresser vraiment, et qui est dans le refus total de se laisser noyauter justement par des partis politiques. Ils n'y croient plus à ce système-là. Et quand on voit que des gens comme Étienne Chouard, c'est des dizaines de milliers de vues, c'est pareil pour des gens de l'UPR, c'est pareil pour tout un tas de groupes qui sont pas forcément d'ailleurs politiques, Monsieur Mondialisation ou d'autres gens comme ça. Ça, c'est des gens qui sont capables en fait de dire ça c'est des vrais citoyens, c'est des alternatifs, ils sont très politisés, ils sont peut-être pas forcément derrière l'isoloir quand on voudrait qu'ils soient là, mais par contre ils peuvent être dans la rue. Et ces gens-là, quand on les voit sur les réseaux sociaux et qui constatent que Chouard a eu des problèmes à Marseille, que de mon côté j'en ai eu à Paris, que au final il y a des difficultés à pouvoir faire valoir notre liberté d'expression, ces gens-là se disent ça ne sert à rien, c'est encore noyauté par l'extrême gauche, je n'y vais pas. C'est un tort d'ailleurs, c'est un tort de leur part, parce que on devrait au contraire se dire il faut y aller. Justement, toi, t'es partisan de dire faut y aller, faut investir les mouvements. Tout à fait, ils sont minoritaires, les groupuscules extrémistes sont minoritaires. Donc dès lors qu'ils sont minoritaires, nous, il suffit que l'on soit ne serait-ce qu'une centaine de tous ces réseaux-là à y aller, et c'est fini. Finalement, leur arme, c'est la violence. C'est pour ça qu'ils font parler l'intimidation et la violence. Ouais, parce qu'ils font beaucoup parler d'eux. Ils ont une espèce de comme ça de pression qu'ils te mettent, mais en fait c'est par la violence, quoi. C'est leur côté violent qui les impose. Alors après ils sont obligés de faire attention parce que en tout cas pour Paris, je vais à Brest, je sais qu'il y a vraiment des gens qui se sont pris des mandales à la gueule, et c'est violent en Bretagne, hein, ils ont des problèmes. Je sais pas comment ça s'est passé à Marseille, mais j'ai entendu des échos où c'était limite aussi. À Paris, c'est pas exactement violent, c'est plutôt intimidant. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que, surtout avec le raffut que j'ai fait, que si jamais il se passe quelque chose de violent vis-à-vis d'un alternatif, d'un dissident ou un truc comme ça va faire encore plus de raffut. Et je pense pas que Frédéric Lordon et François Ruffin, qui sont au courant de tout ça, vont apprécier que l'image du mouvement soit ternie, vu qu'ils l'ont initié, qu'ils sont un peu les parrains de ça. Donc à mon avis, il y a quand même eu des consignes pour dire bon, si vous êtes des copains, donc on vous vire pas de cette intendance, mais essayez de rester dans certaines limites, dans une certaine façon d'être cordial. Donc ils nous repoussent parce qu'ils sont plus nombreux, donc on peut pas résister au fait qu'il y a 10 mecs qui vous repoussent à l'extérieur de la place, surtout quand il n'y a pas un keuf justement pour interagir. Mais je peux pas dire que ce soit proprement par les violents. On s'est pas mangé toute une poignée de coups. C'est pas arrivé jusque là. Ils sont venus, t'ont demandé en fait de partir. C'est ça, comment ça s'est passé? Et puis ils poussent. Enfin, la toute première fois, t'as un petit crâne rasé qui est venu m'agresser. Et j'ai tout de suite repéré que c'était un antifa parce qu'en fait, il me dit était Sylvain Baron. Je me disais c'est un mec qui me reconnaît dans la foule. Je tends la main pour lui serrer la pince, quoi. Je suis nature, quoi. Et il me dit non, je te salue pas, je t'aime pas, et tu vas dégager d'ici, t'es un facho.
Bon, ça commence bien, ouais. Voilà, j'avoue que sur le coup, je me suis énervé parce que je suis humain. Je veux dire, moi, quelqu'un qui m'agresse comme ça, je sens la moutarde monter. Enfin, la moutarde m'a monté au nez, donc je l'ai chopé et je repoussais. Et puis je lui ai fait comprendre qu'en fait, c'était lui qui risquait de devoir partir. Sauf qu'il y avait 10 gars qui sont arrivés très vite autour et qui, clairement, ont fait en sorte que ce soit bien moi qui soit repoussé, non lui. Il avait 10 copains. 10 contre 1, Voilà. Moi, j'avais beau avoir 4-5 copains, l'un dans l'autre, on savait pas, il y en avait que je soupçonnais d'avoir un couteau. Apparemment, c'était à tort, d'après les propos de l'ennemi, entre guillemets. Mais dans le doute, je pouvais pas jouer. Et puis, l'un dans l'autre, on était en infériorité numérique. Donc, c'est l'intimidation. C'est l'intimidation, une de leurs armes favorites. Parce qu'en plus, c'est après que t'es parlé, donc, à la foule. Et d'ailleurs, cette foule, comment elle a réagi, parce que je sais que t'as dû leur parler de sortie de l'Union. Alors c'était le lendemain et j'ai pas eu le temps j'ai pas évoqué les questions de traités européens, de choses comme ça. J'ai directement attaqué sur le fait que si on voulait s'organiser pour tenir, on devait d'abord gérer le problème du fait que les forces de l'ordre qui étaient mobilisées allaient à un moment ou à un autre nous expulser. On avait déjà été expulsés la veille à 5h30 du matin, donc moi je m'étais briefé auprès du commissaire qui supervisait force, de telle façon à savoir si on allait être chassé à minuit ou à 5h30 du mat. Il m'a dit ce sera dans la nuit, et vu qu'il était là, je me suis dit bon ça va être encore à 5h30 du mat. Or, quand on veut faire un mouvement de réelle occupation des places, d'abord, c'est pas à Place de la République ou à Bastille ou à Nation qu'il faut être, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est qu'il faut ramener le plus de monde, donc pour ramener le plus de monde que possible, il est essentiel de pouvoir passer dans des grands médias, c'est aussi con que ça, pour appeler les gens à affluer. Et puis c'est en même temps eux qui font la propagande du gouvernement, des gros capitalistes, enfin voilà, ils sont responsables de ça. Donc si nous on vient pas faire la propagande populaire dans les médias en se les réappropriant, ne serait-ce que les médias publics, parce qu'on n'est pas au bon endroit, ça n'a aucun intérêt. Et c'est ce que j'expliquais aux gens, je leur disais, voilà, à 5h30, on va être dégagés. Qu'est-ce qui nous empêche, à 5h30, de prendre le métro et nous tirer tout de suite à la maison de la radio, ou devant BFM, ou n'importe quel gros média, on est suffisamment nombreux. Et là, on pourra, comme les médias ne viennent pas jusqu'à nous, on pourra venir jusqu'à eux. On fait l'inverse, on leur met un coup de pression. Une partie du public avait l'air de sentir le truc et était d'accord, une autre partie, apparemment, n'était pas trop d'accord. Moi, c'était juste une proposition. J'arrivais vraiment en anonyme, pas en voulant faire une conférence sur tout le problème. Et c'était juste une proposition, rien de plus. Donc, c'est après, au final, en discutant avec les gens dans la foule, qu'ils me disaient, en fait, l'idée est très bonne. Donc, je pense que je maintiens que l'idée, elle est bonne. Je suis subjectif, mais... Alors, tu vas la concrétiser, on en parlera exactement plus tard, mais voilà. Bien sûr. Mais il y a des gens qui sont chauds pour ça et qui me disaient, faudrait que tu fasses une commission pour animer une commission spécialement dédiée à des actions de ce genre-là. Dans oui, mais voilà, toujours pareil. Mais qui décide cet organe-là, le comité accueil, alors, machin, les commissions se créent naturellement. Ça fait très communiste, là, d'entrer, comité accueil, des commissions. Non, mais pour le coup, je vais pas blâmer les commissions, je vais blâmer simplement les deux premières, puisque on a la commission accueil et sérénité et puis l'infirmerie qui est liée, apparemment. Alors, il y a peut-être une ou deux commissions qui sont un petit peu en... L'infirmerie? Ouais. C'est étrange. Bon, c'est pas très grave pour l'infirmerie, mais le problème, vu l'accueil, oui, effectivement, si les mecs t'accueillent au couteau, vaut mieux qu'ils soient liés à l'infirmerie. Bon, c'est clair. On peut voir ça comme ça. Mais en tout cas, cette commission-là, c'est elle qui noyote le mouvement. Il y a un truc très simple pour casser ce problème de rattrapage idéologique. Il suffirait simplement que l'Assemblée générale vote le fait de dissoudre cette commission-là. On peut les remercier en disant c'est sympa, vous étiez là au début, vous avez un peu organisé, mais là en fait maintenant vous faites de la merde. Donc le service d'ordre établi par cette commission, on le dissout complètement par un vote. Et puisqu'il faut bien refaire un service d'ordre, et puis la commission en elle-même n'est pas inutile, elle a une fonction qui est quand même utile, c'est dire voilà, on a besoin de volontaires pour faire le service d'ordre et faire l'accueil. Venez les gens et donc sauf ceux qui étaient dans cette commission-là auparavant, les gens qui se proposent, on se présente, on en tire quelques-uns au sort, on prend une équipe de 20, je sais pas, et puis voilà, on a recréé une commission sur laquelle on a le contrôle. Or, tout est fait actuellement pour que ce genre de débat-là, en assemblée générale, soit empêché.
parce que chaque fois qu'il y a des débats qui portent sur la liberté d'expression, que les gens contestent un petit peu ce que fait cette commission-là, dès qu'il s'agit d'arriver au vote, soit ils vont les faire revoter plus tard en disant on va voter contre les valeurs d'extrême droite, ce qui est extrêmement flou, soit on va carrément empêcher un vote. Et donc il y a vraiment un arbitraire, quoi. C'est voulu. Donc ils ont pris d'assaut le truc, quoi. On va dire, ils maîtrisent. Oui, mais ils ont pas forcément la maîtrise de la foule, parce que la foule reste souveraine. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. T'étais là quand il y a eu cette échappée là vers Valls, là, l'apéro chez Valls. Alors ça, pour le coup, ce sont justement les petits groupuscules qui viennent, pour moi, foutre le bordel. À quoi ça a servi? Oui, ça a permis. C'est les petits groupuscules qui viennent foutre le bordel. Ouais. Quand on pris le micro, en fait, et on va chez Valls, c'est tout. Ouais, voilà. Là, c'est carrément la dernière fois, là, c'était pour aller aider des réfugiés. Là, une autre fois, c'était pour sauver un copain qui était en garde à vue parce que il était parti faire le con à Gare Saint-Lazare. Donc, là, on les disperse, en fait, sur des coups. Donc, c'est pas que je sois contre ce genre de truc-là, parce qu'au final, c'est assez marrant, mais disons qu'il n'y a pas de ciblage institutionnel réel, il n'y a pas de stratégie opérationnelle qui vise à dire si on fait quelque chose, on va peut-être éviter les gazeuses et les matraques, on va les faire propres. C'est plutôt on va faire un coup de bourre devant soit devant des commissariats, soit devant l'appartement de Valls. Ils ont tout cassé sur le chemin du retour, c'est ça, il y a des banques. C'est ce que je me suis entendu dire, ouais. Voilà, on a vu des images de banques cassées. Ouais, mais du coup, quelle est l'image qui est donnée au mouvement? Des casseurs. Voilà. On n'est pas un mouvement politique, on n'est pas un mouvement de gens qui se réapproprient la politique, on n'est pas des gens qui véhiculons une certaine bienveillance. Et puis ça fait pas aussi que les gens ont un peu peur d'y aller, parce que du coup, voilà. Quand on a vu ces images-là, même celui qui a ses enfants qui dit on va aller, vous restez à la maison, vous n'allez pas dans les trucs comme ça, puisque ça part dans des cassages. Mais ils veulent les faire tolérer, hein. Il y a vraiment je t'expliquais ça tout à l'heure. Il y avait des filles qui chauffaient, parce que c'est plutôt les filles qui sont les meneuses, hein, c'est très matriarcal. Des filles qui chauffaient un peu on va dire les groupuscules antifa et anarcho-libertaires, si tant est qu'ils soient réellement anarcho-libertaires, qui étaient devant la foule, quoi, on va dire. Et il y en avait une qui, par exemple, défendait le fait que les casseurs, c'était un peu son propos. Les casseurs, faut peut-être pas mal les juger, c'est une forme de militantisme comme une autre, ils ont peut-être vécu des problèmes sociaux qui font qu'ils en sont arrivés là, etc. Ouais, enfin moi ça va, je suis SDF, je casse rien. Faut pas exagérer, il y a aucun problème social qui permet de justifier qu'on casse tout. Et c'est pas à notre avantage, que ce soit en termes de communication, ou même si on doit nationaliser les banques par exemple, c'est nous qui allons les payer, les distributeurs dans ce cas-là, si on nationalise tout. Un distributeur qui a été fracassé, si on nationalise la banque derrière, on paye. Ouais. Donc quand du mobilier urbain est défoncé, on paye. Ouais, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est clair que. En plus, comme tu dis, les cibles, quelque part, je vais pas te mentir, moi quand on m'a annoncé, enfin j'ai vu le fait qu'il y ait des manifestants qui s'en soient pris aux banques, je me suis dit tiens, pour une fois. C'est quand même mieux de s'en prendre aux banques qu'à des pauvres commerçants, on va dire. Et des choses peut-être un petit peu plus futées. On pouvait très bien, à la rigueur, il y en a qui avaient fait des affichettes comme ça, ils les placardaient sur les distributeurs ou à côté pour expliquer le système monétaire. Ouais. Bon, là au moins la personne elle a une information. Enfin, je veux dire, on peut faire quelque chose qui soit pas là pour emmerder les gens qui veulent simplement retirer du pognon de la journée parce qu'ils ont quelque chose à faire. Là, tout un tas de gens dans le quartier ont dû avoir toutes les difficultés du monde à trouver un distributeur le lendemain. Voilà. Je préfère encore qu'on fasse des actions qui visent à les informer, ou alors, tu sais que je défends la révolte monétaire, enfin qu'il y a des tas de façons de jouer, mais c'est pas, pour moi ça c'est qu'une action coup de poing, c'est juste, ça a pas de sens. Ouais, parce que, alors, j'avais entendu une interview sur RMC d'un gendarme qui expliquait, alors lui il parlait de la situation à Calais, mais visiblement c'est un peu la même chose qui est en train de se passer à la place de la République, c'est qu'il y aurait des infiltrations d'agents étrangers, donc de gens venus d'Allemagne, d'Angleterre, de Hollande. Moi j'ai discuté tout à l'heure, puisque j'étais faire les déclarations pour les manifs de demain, donc j'ai discuté un peu avec le mec qui était à la préfecture, donc qui est une haute autorité policière on va dire, et puis
ils savent pas exactement d'où ça vient. Ils me parlent juste de militants d'extrême gauche radicaux pour ces casseurs-là. Il est vrai que pour moi, c'est pas les mêmes que les antifas. Les antifas sont plutôt des idéologues un peu perdus, mais même s'ils peuvent sombrer dans la violence, en général, ils ont, c'est pas, enfin voilà, il y a quand même une idéologie derrière. Tandis que les mecs qui viennent tout casser, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'idéologie. C'est juste. Non, c'est juste venir pour tout casser. Donc voilà. Ouais, là... Et si c'était des étrangers, ce serait encore plus cohérent, j'ai envie de dire. Des Allemands, des Anglais, ils en ont rien à foutre, ils viennent, ils cassent tout, ils s'en vont, ils rentrent chez eux. Après, je sais pas. Je préfère ne pas me prononcer sur des choses que j'ignore. Toujours est-il qu'en tout cas, il faut pas laisser ces gens faire la loi. Il faut clairement qu'une foule arrive et qu'en assemblée générale, ils disent, nous, les casseurs, on n'en veut pas. C'est aussi con que ça. C'est de la même façon, on peut très bien dire, les gens qui sont avinés, je suis désolé, mais c'est pas sérieux. Oui, pas... Tu me parlais de ça, qu'il y a beaucoup d'avinés, de gens... Bah oui, enfin, je veux dire, est-ce qu'on est là pour faire la fête et boire des coups jusqu'à pas d'heure et devenir con parce qu'on a trop bu? Ou est-ce qu'on est là pour faire des choses sérieusement et entamer une révolution? Enfin, je veux dire, à un moment, il y a une nécessité d'autodiscipline quand on est dans un mouvement insurrectionnel qui soit réel. Je vais pas dire que c'est militaire, mais quasiment. Là, quand on a des mecs qui se pochetronnent la gueule jusqu'à pas d'heure, qui braillent le soir, qui sont limite agressifs, ou qu'on a des casseurs qui sont acceptés, enfin, on dit, il y a des moments où on se pose la question avec qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Est-ce que c'est des gens qui sont partis pour faire la révolution ou pas? Et c'est le fameux comité, là, Accueil et Sérénité, qui décide qui voilà, et je te donne même un nom, puisqu'ils aiment bien salir mon nom sur Internet, j'ai aucune pitié. Il y en a un qui s'appelle Loïc Canitro, donc c'est le grand baraquet qui est le chef de meute, on va dire. D'accord. Donc lui travaille à la Belle Étoile. Et je précise parce que je sais pas qui écoute, pour peu qu'il y ait un imbécile qui soit... probablement... Voilà, mais je veux pas que ces gens-là aient des soucis. Je veux dire, je donne des noms, c'est pas pour qu'ils se fassent diffamer. Non, c'est que... ce soit qu'ils se fassent agresser. Comme ils balancent ton nom peinture, bon, voilà, dire c'est bonne guerre. Ouais. Exactement. On a un étudiant qui est un petit peu le chef idéologique qui s'appelle Maxime. J'ai pas encore son nom de famille, mais ça finira par tomber. Donc voilà, ça c'est pour l'instant c'est ces noms-là qu'on a relevés. Il y en a d'autres qu'on relève petit à petit, mais c'est clairement ces gens-là. Et moi j'identifie des personnes parce que je considère que dès lors qu'on pose la focale sur des personnes qui ont bien une identité, ma foi, une minorité de personnes, lorsqu'elles sont exclues de quelque chose, elles peuvent plus faire chier. Enfin, je veux dire, on les remplace par des gens qui sont un petit peu plus bienveillants et c'est bon, ça tourne. Ouais. Mais c'est qui un peu ces gens-là? T'as leur profil, non? Ils travaillent, je te dis, c'est autant Maxime, qui travaille à la Belle Étoile, d'accord, mais voilà, Maxime, je pense que c'est un étudiant. Ouais, c'est un étudiant. Lui, c'est le profil du petit étudiant blanc des beaux quartiers dans les bonnes universités parisiennes qui a pas de problème dans sa vie alors qu'il cherche une cause et qui est vraiment dans le truc de posture, pas un grand vide intellectuel, mais la gauche de posture. Tout dans les bons sentiments, BHL serait ravi. Du futur recrue, je pense. Non, mais t'en as vu beaucoup des comme ça, là-bas. Je pense qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont dans ce délire-là. Il y a des anarcho-libertaires avec qui j'ai discuté, qui eux étaient plus intéressants, pour le coup, avec qui il y avait des vraies discussions. C'était pas les débiles, pour le coup. Et on a, encore une fois, une écrasante majorité d'une foule qui n'est pas du tout dans ces délires. Vraiment pas. Parce que moi, ce qu'on m'a expliqué, tu vas me dire, c'est passé comme ça, parce qu'on me dit que après ton expulsion, il a été proposé au micro, en fait, ça a été débattu, je sais pas quoi, au micro, et puis ils ont voté après l'expulsion, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est drôle, quand même. Mais en fait, vote après. C'est-à-dire qu'ils ont fait un vote qui disait on accepte que n'importe qui puisse se présenter à la place de la République et puisse s'exprimer librement, qu'importe ses convictions, ses points de vue. Et après, ils ont fait voter les gens parce que ça leur a pas plu. Ils ont attendu 2 heures que la foule dans l'AG se réduise un peu. Et puis, ils ont dit, on va faire un vote sur des valeurs. Or, le problème des valeurs, c'est que on ne peut pas... C'est subjectif, les valeurs. Moi, je sais quelles sont les miennes. Je considère que j'ai des valeurs humanistes, sociales, écologistes. Enfin, voilà, j'ai mes valeurs à moi. Sur certains aspects d'une politique de société, je vais peut-être être un peu plus conservateur d'un côté et sur d'autres beaucoup plus libertaires. Donc, par exemple, la légalisation du cannabis, le droit à une fin de vie digne ou des choses comme ça, pour moi, c'est des valeurs qui sont ancrées chez moi. C'est plutôt des valeurs libertaires, de gauche. Bon, voilà, c'est les miennes.
Mais quelqu'un qui est opposé à ces valeurs, est-ce que ça en fait nécessairement quelqu'un de forcément de droite, de méchant, de salaud? Il a peut-être pas une raison d'avoir ces valeurs-là, on peut pas discuter avec lui. Donc voilà, en fait, en gros, ils font un truc qui est très manichéen, qui dit si tu es associé à tel bord, plus par association de nom, on t'a vu traîner avec un tel, ou t'as discuté avec un tel, ou t'es allé à Meta TV, voilà. Tu es donc forcément d'extrême droite avec des valeurs ultra réac et tu es forcément un capitaliste au plus haut point. Enfin voilà, et tout le pathos sort. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, tu es facho c'est obligatoire. Hein, tu es un gros facho. Limite, je cherche les grosses bottes et tout l'attirail. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Donc, on peut pas du tout voter sur des valeurs. Ça n'est pas possible. On peut pas dire il y a des valeurs qu'on accepte ici et des valeurs qu'on n'accepte pas. C'est profondément subjectif. Et puis les gens, la majorité du temps, c'est plutôt modéré. C'est-à-dire que sur certains plans, ils peuvent être plus ou moins conservateurs, sur certains plans plus ou moins libertaires, mais ils sont dans une vaste. Ouais, parce que valeur, c'est complètement arbitraire. C'est clair. La personne. D'ailleurs, qui serait censé juger les valeurs? Ce serait ce comité, oui. C'est ça là Bah apparemment c'est ça. Hein. Eux sont les colombes, Ça fait un peu politburo quoi. Tu vois, on est revenu au thème de l'URSS. Non mais clairement quoi. Parce que dans ce genre de révolution, le mot est trop fort. Dans le genre de mouvement, est-ce que il y a réellement une chance que ça aboutisse? Parce qu'on a vu le mouvement du 14 juillet. Ouais. Tu as participé aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que c'était pas une tentative avortée aussi? C'était d'abord beaucoup d'inexpérience, donc il faut parfois moi, c'était la toute première fois que j'ai déclaré une manif, donc je découvrais. Il y avait énormément de gens très différents qui étaient tant à l'origine de l'appel que de gens qui venaient à cet appel-là. On avait vraiment de tout. D'ailleurs, je comprends pas les procès que nous font les antifas pour le coup, parce que le mouvement du 14 juillet, c'était autant d'extrême gauche que d'extrême droite, que des gens qui en ont rien à foutre. Mais bon. Et le mouvement du 14 juillet a tout de suite éclaté. C'est-à-dire, dès que la journée du 14 juillet a été terminée, il y avait plus rien. Il y avait, Fiori, il est rentré dans ses penates et, je dirais qu'il s'est plutôt fait allumer par ceux qui l'avaient suivi. Moi je suis resté dans mon coin, chacun a fait son truc et puis on a gardé quelques réseaux avec des gens qui étaient plutôt militants sur Paris mais qui en avaient rien à foutre fondamentalement, autant de ma gueule que de Fiori ou d'autres, voilà. Sûr, ouais. Mais il n'y avait pas de réel mouvement. Là, il y a, par rapport à ta question, est-ce que ce mouvement peut durer? Oui, je te dirais, à la seule condition que ça réfléchisse un petit peu chez les alternatifs et les dissidents, on va dire ça comme ça, en se disant que quand il y a un train qui passe, faut pas attendre que le train soit passé pour dire faudrait un jour qu'on se mobilise et qu'on fasse un grand coup ensemble. Là, il y a une mobilisation qui est réelle, qui est constante, qui est appuyée tous les soirs. Il y a réellement des centaines de gens, voire des milliers de gens en fonction des places et des villes, qui sont là. Et c'est des foules vraiment très bigarrées. C'est pas des foules radicales d'un côté ou d'un autre. Donc si nous, on ne saisit pas le fait que c'est au moment où on a une mobilisation qui est déjà là, qu'il faut y aller, il faut pas attendre, c'est la mobilisation est là, c'est le moment ou jamais de l'amplifier, et d'arriver avec ce qu'on est, et dire, bah voilà, à un moment on va prendre la parole dans l'Assemblée Générale, et on va commencer à parler des sujets qui nous intéressent réellement. Et, à mon sens, les alternatifs parlent excessivement de géopolitique, de démocratie et d'économie. Ce sont les trois grands points sur lesquels ils ont tendance à rester. Alors après, il y en a, ils vont partir dans des délires qui sont propres à eux, mais en général, ces trois points-là sont les gros points qui nous intéressent le plus. Ouais, géopolitique, démocratie et économie. Donc les questions en plus économiques, ça c'est intéressant. Ça veut dire que les gens sont sensibles à ces discours-là, donc sur le franc, etc. Et puis sincèrement, oui, dans les AG, il y a vraiment des gens qui disent des trucs super pertinents là-dessus. Il y a même parfois des débats. Alors pour le coup, c'est là où j'ai regretté, mais moi j'avais suivi ça depuis Periscope. Ça avait rien à voir avec tous ces sujets-là. C'était un problème d'identité nationale. Et c'était un gars qui était maghrébin, je crois, je sais plus, mais qui expliquait que justement il avait deux cultures. Il avait la culture de ses parents qui étaient donc d'origine du Maghreb, je crois, et en même temps il avait grandi en France. Et il était en train de dire les choses vraiment. Il avait un discours qui était posé, qui était vraiment agréable et vraiment qui nous plongeait dans ce débat-là avec
de façon raisonnable, pacifique. Enfin, il y avait quelque chose qui était très intéressant dans sa façon de poser ce discours. Si j'avais été là, j'aurais été discuté immédiatement après sa prise de parole. Et il y a des mecs qui étaient devant, là, donc les fameux gars dont je te parle, qui soit parce qu'ils étaient trop abîmés, soit parce qu'ils étaient dans le pathos, l'empêchaient de parler. Ils étaient en train de brailler, et finalement, le mec n'arrivait pas à s'exprimer. Et c'était pénible, parce que tu disais, merde, une assemblée générale, le moindre des respects qu'on peut avoir entre nous, citoyens, c'est de s'écouter. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose, on l'écoute, on n'est pas en train de brailler, on le laisse s'exprimer. Il y a peut-être des choses très intéressantes qui vont en ressortir. Et parfois, tu as vraiment des gens, soit sur ce genre de sujets qui sont un petit peu sensibles, ou que ce soit sur des sujets plus profonds, il y a des gens qui disent des trucs super intéressants, super pertinents. Alors, les assemblées générales, tout le monde peut parler, c'est ça? Tout le monde vient s'exprimer, il n'y a pas de liste et tout? Comment ça se passe? Alors, sauf si tu fais partie de la liste des Antifa et que t'es repéré, et dans ce cas-là, l'assemblée générale... Parce qu'il y a plus le droit, d'accord. Il y a des listes rouges. Exactement. Mais sinon, non, en principe, la plupart des gens n'ont aucun problème, ils viennent. Ils viennent, ils peuvent s'exprimer. Ouais. Donc, parce que, en France, on sent qu'il y a une réelle, on va dire, aspiration, en tout cas, à un énorme changement. Mais on a le sentiment partout que les gens veulent changer, mais ne savent pas vers quoi se diriger. Et surtout, quand je vois moi toutes ces foules qui se déplacent, alors évidemment, comme tu dis, c'est le train qui s'en va, mais j'ai l'impression que c'est un train qui va dans le mur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de pilote, qu'il n'y a pas de chauffeur, qu'il n'y a pas de conduite. On sait, voilà, on prend le train et puis advienne que pourra. Bah parce que déjà, alors là cette fois-ci, je vais rentrer dans la réflexion que j'ai toujours posée. À mon sens, donc ça reste subjectif, mais quand on est parti pour une révolution, une authentique révolution, alors on va appeler ça évolution pour certains parce que le R est un peu gênant, ok, je comprends, on peut appeler ça insurrection, on peut appeler ça un grand mouvement populaire, peu importe. Dans une crise politique majeure à travers l'histoire, qu'est-ce qui portait les revendications premières? C'était d'abord de faire sauter la tyrannie qui était en place. La tyrannie étant l'autorité politique suprême du pays. Donc, peu importe où on regarde, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, les grosses mobilisations, les grosses crises politiques, elles ont comme point de convergence déjà de dire on se débarrasse de la tyrannie. C'est le point de départ. Or, on n'est pas en train d'attaquer la tyrannie, là. Le François Hollande et puis son gouvernement et toute l'oligarchie qu'il y a derrière ne sont pas trop inquiétés pour le moment. Il y a même d'ailleurs une femme qui travaille pour Axel Lemaire, qui est ministre du gouvernement, qui est dans ceux qui chapeautent le mouvement là parmi les ouais, et puis Axel Lemaire, c'est ce qui lui a permis de venir s'exprimer à la tribune. Oh, bon, ça se passe bien là. Ils sont pas à s'inquiéter alors. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Donc et puis d'ailleurs Hollande a reçu des gens de Nuit debout, donc voilà, ça va très bien pour Hollande. Il n'est pas dans la Légion d'honneur. Si maintenant on se remettait dans la logique de départ, qui est de dire première étape, il faut ébranler la légitimité de celui qui gouverne le pays. Ouais. C'est le point de départ. Si on veut l'évacuer, il faut d'abord justifier que c'est pas une question purement politique, mais qu'il est dans le crime, qu'il a fait quelque chose qui c'est pas une action politique immorale sur lequel on le juge. C'est forcément parce que dans le droit, il nous a trahis d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est mon boulot. La deuxième partie, c'est que dès lors qu'on a fait un vide sanitaire, il faut avoir de quoi le remplacer. Or, ça signifie que, parce qu'on a besoin d'un gouvernement, je sors des débats philosophiques sur est-ce qu'on peut avoir un modèle anarchique ou pas, non, on aura besoin d'un gouvernement d'experts, sauf que ça signifie qu'il faudrait déjà qu'on puisse commencer à réfléchir à ces questions-là. Qui on voudrait avoir comme gouvernement d'experts? Donc c'est pas forcément par le biais d'une élection, mais il faudrait peut-être qu'on commence à parler de personnalités qu'on aimerait bien voir dans tel ministère. Donc il n'y a pas encore cette réflexion-là, il n'y a pas la réflexion sur la destitution du président de la République, et il n'y a pas la réflexion, enfin si, la seule qui commence à arriver, c'est celle qui vient finalement en troisième partie, alors que c'est pas la plus urgente à mon sens, c'est pas en tout cas dans l'ordre de l'agenda, qui est la question de la démocratie. Si on fait sauter un gouvernement et qu'on a la main, d'une certaine façon, au niveau populaire, c'est bien pour changer les règles, d'une façon ou d'une autre. Donc là, pour moi, en fait, on n'est pas encore dans le bon truc, parce qu'on n'a pas expliqué aux gens que si on veut faire une vraie révolution, il faut juste assumer intellectuellement, moralement, politiquement, enfin de toutes les façons possibles, mais pas se faire pas tortiller quoi des fesses par rapport à ça. Il faut faire sauter notre autorité politique. Et on peut. Pour le coup, on peut. On a toutes les billes.
Comment dire? Parce que faire sauter l'autorité politique, ça passera. Est-ce qu'il n'y a pas la nécessité quand même, dans cette équation-là, d'avoir ce qu'on appelle les corps constitués, la police, la gendarmerie, l'armée, en tout cas ces forces-là, puisque ce sont clairement les seules forces physiques entre nous et le gouvernement. Alors ça, c'est la définition de l'État selon Max Weber, qui dit que c'est le monopole de la violence légitime. Voilà, donc un État, au départ, au-delà d'un territoire et d'un peuple qui est dedans, c'est d'abord des institutions régaliennes, donc en particulier l'armée, par extension la police, ce qui signifie effectivement que c'est pas parce que, comment dire, il est une logique pour tout révolutionnaire un petit peu sensé que c'est pas le peuple ou cette partie du peuple qui est en insurrection, qui fout à la porte, à proprement parler, à son autorité politique du moment. L'Élysée, par exemple, un bâtiment militaire, il y a des millions de gens qui peuvent vouloir y rentrer l'un dans l'autre, ça partira dans le sang. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le peuple qui fout tellement bien le bordel dans les rues et c'est durable et ça devient lourdingue pour les autorités régaliennes, le régalien, que ce soit la police ou l'armée, ont cette vision de dire je veux l'ordre, je veux juste que ce soit l'ordre. Et quand c'est le bordel constamment, même sans confrontation avec eux, à un moment ils préfèrent établir l'ordre en disant bon, c'est plus toi qui commande, c'est cette nouvelle autorité. Ça veut pas dire qu'ils prennent eux l'autorité du pays, c'est pas un putsch. Ce qui s'est passé avec Ben Ali, c'était typiquement ça. Les révolutionnaires, à tort ou à raison, avaient leur représentation, et quand Ben Ali a été destitué, ça a été aussi bête que ça. L'armée a dit, c'est plus toi qui commande, c'est lui. Ah, voilà, et c'est ça, la transition de phase, c'est quand il y a tellement de bordel que l'armée et la police se sentant dépassés et disant on va plus contrôler du tout, et là c'est les intérêts je dirais de défense qui commencent à être parce que quand quelqu'un n'a plus d'autorité politique sur son armée, ça devient problématique. Donc par nécessité d'État, ils préféreront lui dire ça suffit, nous n'obéissons plus, nous préférons obéir à une nouvelle autorité civile. Mais c'est ça la transition de phase. Et donc quand ces mecs-là, justement, là, les quelques nerveux qu'il y a sur la place de la République ou ailleurs, viennent caillasser les flics, viennent être constamment dans la confrontation, la provocation, ils ne comprennent pas une chose, c'est que d'abord, ils sont responsables du fait qu'il y a des pauvres gens qui, eux, n'avaient rien fait, vont se retrouver gazés ou avec un coup de bâton à la gueule parce que ils étaient dans le lot, et voilà, il n'y a pas de... un CRS qui est bien énervé parce qu'il se reçoit des cailloux à la gueule depuis un certain temps, c'est logique, il va pas spécialement il va pas spécialement être sympa. Voilà. Donc déjà, il y a cette responsabilité qui n'est pas prise par rapport à des gens qui vous suivent. Ouais. Et la deuxième chose qui n'est pas vue, c'est que sans parler de très bonnes relations de fraternisation avec les autorités policières ou militaires, il vaut mieux quand même ne pas aller à la confrontation, parce que si on va à la confrontation, forcément, on est mal vu par ces gens, qui vont, voilà, c'est logique, si on les provoque, qu'on les insulte ou qu'on se bat avec, forcément, ils vont avoir des a priori, donc ça va ralentir notre capacité à pouvoir à un moment les influer pour leur dire, mais vraiment, faites sauter ce président, c'est tout ce qu'on vous demande. Donc il y a des façons de jouer qui évitent la confrontation. Vraiment, il y a des façons d'éviter ça tout en étant très... Parce qu'il y a on en parlait un peu en off, mais il y a une contestation chez la police et la gendarmerie. On a vu tout un tas de généraux, d'anciens militaires et même des militaires en poste, on va dire, le rebeller, peut-être le terme était un peu fort, mal choisi, mais en tout cas... dire ce qu'ils pensent sans état d'âme et sortir de leur devoir de réserve. C'est ça qui est important, parce que des militaires en poste qui sortent de leur devoir de réserve. Et puis même des flics, et des flics aussi, bien sûr, voilà, qui sortent de leur devoir de réserve, c'est que la situation est grave, parce que le gars, il est prêt à mettre sa place en jeu. Ça reste des citoyens comme les autres, je veux dire, c'est au-delà de leurs problèmes corporatifs, je veux dire. C'est leur raison, c'est ce qu'ils expliquent tous à chaque fois. Ils disent, on est des citoyens, il faut qu'on s'exprime aussi, voilà. Bon, après, moi, je reproche, alors, les militaires, autant ça va, ils sont quand même dans la défense des intérêts fondamentaux de la nation, en général, quand ils s'expriment. Bon, certains ont des points de vue, pour le coup, que je trouve un peu réac, genre le général Tauzin.
Tauzin, par exemple. Ouais, voilà. Général Tauzin, j'arrive pas. T'adhères pas du tout. Pas du tout. Le mec, il est trop porté sur les problèmes migratoires ou les trucs comme ça. C'est pas du tout ma tasse de thé. Mais on en a d'autres qui sont plus sérieux et moins clivants. Et les policiers, par contre, eux font une erreur parce que ils maintiennent leur coup de gueule uniquement sur leur problème corporatif pur. Et ils devraient peut-être à un moment, si vraiment ils voulaient la jouer fine, commencer à se réapproprier leur citoyenneté, justement, la faire valoir. Dire qu'il y a un moment, ils préfèrent avoir d'autres relations avec le public. Moi, je discutais avec des policiers, ça c'est un truc qui m'a choqué, et je pense que quelque part ça les emmerde aussi. Je dis voilà, j'ai des problèmes avec des antifas qui me cassent les couilles, sur la place de la République. Est-ce que vous pouvez mobiliser 2 policiers en tenue légère, ou même des RG, qui viendraient discuter pour rétablir simplement le bon droit? C'est même pas les arrêter ou juste discuter, faire la médiation de l'autorité qui rappelle le droit. Ils font non, parce que si on vous envoie 2 mecs, on peut pas vous mettre des civils qui sont dans la foule parce qu'ils seront grillés et vont se faire agresser. Si on vous met 2 policiers en tenue, c'est pareil, il va y avoir des fous qui vont arriver par dizaines. Voilà. La seule chose que je pourrais vous envoyer dans ce cas-là, c'est forcément les Robocop par dizaines. Et ça la provocation, parce que t'arriverais à côté des flics et après ils vont te traiter de vendu. Partirait en pugilat, ils veulent pas ça non plus. Donc ça signifie que quand même nos autorités policières ont peur de la population, d'une population qui manifeste, il y a déjà un très très gros problème, parce que la logique pour nous en tant que peuple, c'est de dire on a des autorités de police pour assurer notre droit à la sûreté. Donc c'est d'abord un droit qui se fait par la prévention. Quand on a un îlotier quelque part, îlotiers qui ont été retirés apparemment d'après les informations que j'ai eues, ça fait 2 ans qu'il n'y a plus d'îlotiers, mais quand on a des îlotiers qui sont simplement là en surveillance, que ce soit pour faire traverser la vieille dame, ou pour empêcher 2 jeunes qui ont envie d'en venir aux mains parce qu'ils sont bourrés, je sais pas, mais enfin, ce qu'on leur demande, c'est pas forcément d'amener quelqu'un en garde à vue, ou voilà, c'est pas ça, c'est d'abord faire en sorte, si jamais il y a un problème qui est visible, avec des problèmes de comportement, qui est simplement des gens qui soient là pour remettre un peu la loi dans les fondamentaux et dire maintenant vous calmez, c'est une autorité qui sert à ça. Mais si eux se sentent pas le courage de le faire, ou qui sont obligés de mobiliser des gros moyens pour le faire, bah ça veut dire que on n'est plus capable de se dire des manifestations, si on veut les avoir sans tenue de Robocop, ça va être compliqué pour le coup. Donc moi c'est ce que je veux jouer petit à petit, c'est dire vous faites tomber les tenues de Robocop parce que ça se passera bien. Et ça c'est un engagement, ça demande aussi à ceux qui suivent de se dire on est autodiscipliné, il faut que ça se passe bien, faut pas que les policiers aient peur. Faut pas que t'aies une bande de mecs qui arrivent masqués. Oui bien sûr, mais on les jettera direct. Ouais. C'est clair, je veux dire, faut être intransigeant là-dessus. Dès que si on a des couillons qui sont là pour en découdre, clairement on les remettra direct aux autorités. Mais c'est quand même le point de départ, faut absolument qu'on se réapproprie ça, parce que quelque part c'est plus difficile ensuite de pouvoir taper sur les flics quand ils font mal leur boulot. Et je suis désolé, quand ils font mal leur boulot, il n'y a pas de raison que nous on soit pas des citoyens vigilants en disant je sais pas, je prends un exemple d'un connard, j'ai pas d'autre mot, qui était donc en tenue qui était un CRS, qui avait tout l'équipement, et qui avait un foulard comme ça, et qui à un moment je lui demandais où était son autorité. Donc c'était même pas de réponds-moi un truc personnel ou un truc comme ça, je te demande où est ton autorité. Le gars me regardait en me méprisant sans jamais me répondre. Et juste avant, il avait énervé 2 petits jeunes qui pour le coup étaient juste en train de dormir sur les abords de la place de la République. Et comme il faisait partie du déploiement qui s'était posté là de CRS pour chasser les jeunes, mais c'était pas tout de suite, il restait une demi-heure avant qu'ils nous envoient vers le métro, donc ils se mettaient juste en disposition. Les gamins mettaient un petit peu de temps pour renouer leurs lacets, ils se réveillaient, c'est normal quoi. Il n'y avait pas besoin de les bousculer. Et le mec les a bousculés, donc le jeune s'énervait. Moi j'ai calmé un peu le truc sur le moment. Et voilà, ça c'est des comportements. J'accepte pas ça de la part de nos policiers. Et quelque part, je pense on a beaucoup plus de facilité à leur dire tu te comportes mal, je vais m'en référer à ton autorité, ou je vais t'engueuler moi en tant que citoyen parce que je te paye avec mes impôts. On est quand même beaucoup plus légitime pour le faire si d'un autre côté le contrat est correct.
C'est-à-dire que de notre côté aussi, les gens se comportent bien, on va dire, dans l'autre côté, qu'il n'y ait pas de... S'il y a des mecs qui provoquent constamment, qui viennent les caillasser, c'est pas un discours, parce que je sais très bien ce que vont dire les abrutis d'Antifa, ils vont dire, lui, il est amoureux des flics, ou un truc comme ça. Ça part tout de suite dans la caricature, c'est pas du tout ça, c'est une question de logique. C'est une logique comportementale. Voilà, on dit l'invité, restez poli. Effectivement, ils sont déchaînés. Donc, de toute façon, on va faire la pause. C'est l'heure de la clope. De la clope. Allez, c'est l'heure du thé. Alors, ils sont, la régie, elle est prête. J'avais pas vu, en fait. Non? Oui. Ah, elle est prête. C'est magnifique. Bon, bah, ok. Donc, c'est la pause et on revient juste après. Toujours avec Sylvain Baron. Toujours sur Beta TV. Toujours sur la Libre Antenne. À vous, la régie.